Dans le silence immaculé, deux silhouettes avançaient péniblement. Un couple âgé, se soutenant mutuellement tandis que le vent cinglant balayait la route de montagne. Leurs vêtements étaient usés, leur espoir plus fragile encore. Nul n'était censé les voir ici. À plusieurs kilomètres, un ancien commando marine conduisait au cœur de la même tourmente. Un homme en quête de fantômes, non de destination, avec pour unique compagnon son berger allemand. Il croyait avoir tourné la page sur le sauvetage de vie, jusqu'à ce que ses phares fendent la neige et exposent deux êtres trop épuisés pour poursuivre leur chemin. Les événements qui suivirent allaient démontrer que même au sein de la plus glaciale des tempêtes, la compassion trouve un passage vers ceux qui sont perdus. Avant de commencer, dites-nous d'où vous suivez cette histoire. Indiquez votre pays dans les commentaires. La neige poudreuse s'insinuait au creux des vallons cévenols, pareil à une fine farine blanche secouée par une main divine. Le firmament, chargé et d'une teinte ardoise, s'appuyait lourdement sur les reliefs, dérobant les cimes à la vue derrière un voile opaque de blizzard. Les routes étaient vides, de simples rubans de glace qui serpentaient à travers une nature ayant perdu ses couleurs. Sur l'une d'elles, une vieille Renault 4 progressait avec peine, son moteur octant tel un cœur à bout de souffle, ses phares luttant contre l'obscurité blanche. À l'intérieur, Lucas Bernard serrait le volant entre ses mains gantées. À 38 ans, la guerre avait gravé sur son visage des marques plus profondes que le temps. Ses traits étaient durs, tendus par une discipline de fer et une réserve constante. Une barbe de quelques jours, inégale et sombre comme la cendre, couvrait sa mâchoire. Des fils d'argent parsemaient sa chevelure noire, alourdie par la neige fondue. Sa posture était rigide, militaire. Mais son regard, d'un gris métallique et absent, trahissait un homme qui avait trop vu et qui n'attendait plus rien de bienveillant de ce monde. Le système de chauffage de la voiture émettait une chaleur anémique. L'habitacle sentait le métal froid et le simili-cuir fatigué. Sur le siège passager, Rex, un berger allemand de 4 ans, était assis, aux aguets. Sa fourrure dense, noire et fauve, captait la faible lumière du tableau de bord. Une petite balafre sur son flanc était le vestige de leurs années comme binôme de commando marine au Moyen-Orient. Les yeux ambrés du chien ne manquaient aucun mouvement au-delà du pare-brise. Il était obéissant, fidèle, et d'un calme à toute épreuve, la seule créature qui semblait encore ancrer Lucas dans la réalité. Lucas ne se dirigeait nulle part en particulier. Depuis son départ de la Marine nationale, il avait compris que le mouvement perpétuel était sa seule sauvegarde contre la folie. À l'arrêt, les souvenirs l'assaillaient. Il revoyait cette mission qui avait tout fait basculer. L'explosion, la fumée âcre, la perte de son camarade Théo Dubois, son plus proche ami. Les derniers mots de Théo lui parvenaient encore à travers les parasites de la radio, « Si tu t'en sors, Bernard, sauve quelque chose. Ne laisse pas ce monde t'endurcir. » Lucas serra les dents. Il avait sauvé des vies sur le terrain, mais il n'avait sauvé ni son ami, ni son couple, ni lui-même. Depuis la guerre, son existence était un hiver perpétuel, morne, creux, dénué de sens. Les essuie-glaces gémissaient sur le pare-brise, peinant face au blizzard. Une alerte météo crépita à la radio, annonçant une visibilité proche de zéro. Lucas coupa le son. Le silence qui s'installa fut presque un soulagement. Rex bougea à ses côtés, émettant un grognement sourd. Ses oreilles pivotèrent, son museau s'agita. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?» demanda Lucas à voix basse. Le regard de Rex était fixé sur la route. À travers le maelstrom de flocons, une présence indistincte se dessina. Deux petites masses chancelantes sur le bas-côté. Lucas plissa les yeux, se penchant vers l'avant. D'abord de simples ombres, elles prirent forme à mesure que la voiture avançait. Un homme et une femme âgés, marchant bras dessus bras dessous face au vent. L'homme avançait avec raideur, chaque pas mesuré, les épaules rentrées sous un pardessus gris trop fin pour la saison. Son visage, dissimulé sous un bonnet de laine, était parcheminé et rougi par le froid, la peau d'un homme habitué au grand air. Il s'appuyait sur un bâton qui s'enfonçait dans la neige à chaque pas. La femme à ses côtés était plus menue, ses cheveux blancs argentés s'échappant de sa capuche, cinglant son visage. Sa posture témoignait d'une résilience silencieuse, cette force acquise au fil d'une vie passée à veiller sur les autres plutôt que sur elle-même. Sa main gantée serrait un petit sac en toile contre sa poitrine, comme s'il renfermait un trésor. Lucas ralentit, une boule d'angoisse dans la gorge. Personne ne devrait être dehors. Le premier village était à une vingtaine de kilomètres.
L'homme perdit l'équilibre, et la femme le retint. Même à travers la vitre, Lucas perçut le tremblement d'épuisement qui les secouait. Il appuya sur le frein, les pneus dérapant sur le verglas avant de mordre la route. La voiture s'immobilisa à quelques mètres. Il resta un instant immobile, le moteur tournant au ralenti, les observant à travers la neige. Ils semblaient d'une fragilité irréelle, des spectres égarés dans un monde qui les avait déjà oubliés. Il repensa à Théo, à ses promesses non tenues. Quelque chose céda en lui, une souffrance qui commandait l'action. Il saisit sa torche et poussa la portière. Le vent le gifla, s'infiltrant sous son manteau. Rex aboya une fois, un jappement bref et vigilant, et bondit à ses côtés, ses pattes s'enfonçant dans la neige. Ensemble, l'homme et l'animal affrontèrent la tempête. « Ohé !» hurla Lucas pour couvrir le vent. « Tout va bien ?» Le couple s'immobilisa. L'homme se retourna, plissant les yeux. Sa voix était rauque, éraillée par le froid. « Oui. Oui, jeune homme. On essaie de rejoindre le village. » Le village est à 15 kilomètres dans l'autre sens, indiqua Lucas. Vous n'y arriverez jamais avec ce temps. La femme avait les lèvres bleues, le souffle court. On n'avait pas le choix, dit-elle, sa voix oscillant entre la peur et le regret. Mon mari. Ces médicaments pour le cœur. Il n'y en a plus. On espérait que quelqu'un. Elle s'interrompit, une main sur sa poitrine, comme si les mots eux-mêmes étaient douloureux. Lucas s'approcha, orientant le faisceau de sa torche vers le sol. J'ai un gîte à quelques kilomètres. Vous pourrez vous y abriter, vous réchauffer. L'homme refusa d'un signe de tête obstiné, malgré ses tremblements visibles. On ne veut pas déranger. On s'en sortira. Lucas esquissa un sourire, reconnaissant cette fierté d'homme qui refuse l'aide. Il avait vu la même chez des soldats blessés au combat. Il se pencha légèrement pour les regarder dans les yeux. Monsieur, il ne s'agit pas de déranger. Vous ne tiendrez pas une heure de plus ici. La mâchoire du vieil homme se crispa, partagée entre l'effroi et l'orgueil. Sa femme serra son bras plus fort. La neige redoublait de violence, s'accrochant à leurs vêtements, aux cils de Lucas, au pelage de Rex. Rex fit un pas en avant, queue basse, oreilles attentives, son attitude calme mais assurée, semblant garantir la fiabilité de son maître. Le regard de la femme croisa celui du chien, puis celui de Lucas. Un échange muet, une connexion humaine qui transcendait les mots. Lucas avança encore d'un pas, les mains levées, paumes ouvertes. « Je m'appelle Lucas Bernard, dit-il d'une voix posée. Mon gîte est juste là, sur la crête. Laissez-moi vous aider, je vous en prie. » Le vieil homme hésita, son regard allant de Lucas à Rex, puis à la tempête déchaînée. « Nous ne vous connaissons pas, dit-il à voix basse. Lucas eut un demi-sourire sans joie. « Peu importe. Vous n'en avez pas besoin. Il vous suffit de me faire confiance sur quelques kilomètres. » La femme regarda son mari, la neige poudrant ses cheveux. « Jean, supplia-t-elle. S'il te plaît. » Lucas vit la résistance abandonner le vieil homme, remplacé par une immense lassitude. Ses épaules s'affaissèrent. Mais une étincelle de fierté subsistait dans sa façon de se redresser, de serrer sa femme contre lui. Lucas tendit le bras vers eux, sa voix plus basse, presque une supplication. « Venez avec moi. Personne ne survit seul. » L'espace d'un instant, tout fut suspendu. Le vent, la neige, leur souffle. Le vieil homme, Jean Dubois, rencontra le regard de Lucas, un mélange de peur et de confiance naissante dans les yeux. Sa femme, Monique, lui pressa la main. Puis, lentement, ils acquiescèrent. Rex aboya brièvement, rompant le charme. Lucas s'avança dans la tourmente, prêt à les guider vers cette faible lueur d'humanité qui les attendait dans les ténèbres gelées. Le retour au gîte fut lent et dangereux. La neige formait un mur blanc devant les phares, et la vieille voiture peinait dans les virages. L'habitacle était embué par la respiration de 3 humains et d'un chien vigilant. Jean était affalé sur le siège, ses mains gantées tremblant sur ses cuisses. Ses lèvres étaient livides, son souffle court et saccadé. Monique lui tenait le bras, murmurant des paroles apaisantes comme pour maintenir son cœur en vie. Elle était menue, sa frêle silhouette perdue sous des couches de vêtements. Pourtant, une force inébranlable émanait d'elle, comme si le vent s'était acharné sur elle en vain.
Lucas l'observait dans le rétroviseur, son visage apparaissant par intermittence dans la lumière des phares. Les rides profondes autour de ses yeux racontaient des années de soucis et d'amour, mais son regard restait serein malgré la peur. Rex était assis entre eux, son pelage épais moucheté de neige, ses yeux ambrés fixés sur Jean. Régulièrement, il se penchait pour flairer la main du vieil homme, comme pour évaluer sa fragilité. Lucas posa une main sur la tête de son compagnon. « Ça va aller, mon grand. On est presque arrivé. » Sa propre voix le surprit par sa douceur. Le gîte se matérialisa dans la tempête, tel un souvenir, petit, en bois, à moitié enseveli. Les fenêtres étaient noires, ne reflétant que leurs phares. Lucas se gara près du porche et sortit, ses bottes s'enfonçant dans la neige. Il contourna la voiture pour ouvrir la portière de Monique, lui tendant la main, prudent sur la glace. Elle hésita, ses doigts étaient glacés mais son geste resta gracieux. Jean tenta de se lever, mais ses jambes flanchèrent. Lucas le soutint. « Doucement, je vous tiens. » Jean, fier malgré sa faiblesse, protesta, « Je peux marcher. » Mais ses jambes le contredirent aussitôt. L'intérieur du gîte était glacial et silencieux, l'air chargé d'une odeur de poussière et de sapin. Lucas n'y était pas venu depuis des mois. C'était la maison de ses parents, construite de leurs mains. Après leur mort, il n'avait pu se résoudre à la vendre. Il avait rêvé d'y élever une famille, mais la guerre avait détruit ce rêve. Il agit maintenant avec rapidité, l'instinct de survie prenant le dessus. « Asseyez-le là, dit-il, guidant Jean vers le fauteuil près de la cheminée. Monique s'agenouilla près de lui frictionnant les mains, le souffle court. Lucas s'agenouilla devant l'âtre, craqua une allumette et la tendit à un tas de brindilles. Le feu prit dans un crépitement, sa lumière se répandant comme une bénédiction. Rex fit un tour sur lui-même et se coucha près du fauteuil, la tête sur les pattes, les yeux vifs. Lucas prit une couverture et en couvrit les jambes du vieil homme. Il remplit une bouilloire de neige et la posa sur le poêle. « On va vous réchauffer. » Monique hocha la tête, l'air égaré. « Vous vivez ici tout seul ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui, » répondit Lucas sans se retourner. « Juste nous deux. » Il désigna Rex, qui frémit de l'oreille. « Mes parents ont bâti cet endroit. Il est resté vide jusqu'à mon retour. » Jean ouvrit les yeux, ses iris bleu pâle voilés de lassitude. « Vous êtes militaire, jeune homme ?» demanda-t-il en remarquant les insignes sur le manteau de Lucas. « Je l'étais, » répondit sobrement Lucas. Il n'en dit pas plus, et Jean comprit que le silence était une réponse. Lucas préparait une soupe paysanne sur le poêle, son parfum rustique chassant peu à peu le froid. Monique se tenait derrière lui, se réchauffant les mains. Son alliance, un simple anneau d'or usé, brillait à la lueur du feu. « Nous ne voulions pas vous importuner, » murmura-t-elle. « Nous pensions y arriver. J'en ai plus de médicaments depuis 3 jours. Le téléphone ne marche plus. » Lucas se retourna. « Vous n'auriez jamais dû sortir. » Elle esquissa un sourire las mais bienveillant. « On a connu pire, monsieur Bernard. Je pensais qu'on pourrait surmonter une tempête de plus. » Son ton était calme, mais ses yeux trahissaient une peur contenue. Une peur qu'elle maîtrisait. Lucas sentit un étau dans sa poitrine, reconnaissant ce courage né de l'amour et non de l'orgueil. Il servit la soupe dans 3 bols, leur en tendit un à chacun et s'assit sur le rebord de l'âtre. La chaleur envahissait la pièce, faisant fondre le givre sur les vitres. Jean mangeait lentement, les mains tremblantes. Monique le couvait du regard, prête à l'aider. Rex restait près d'eux, observant les flammes, attentif au moindre craquement du bois. Le regard de Lucas se posa sur le manteau de la cheminée. Une petite boîte en bois s'y trouvait, qu'il n'avait pas touchée depuis l'enterrement. Il se leva, mu par une impulsion, et souleva le couvercle. À l'intérieur reposait la montre à gousset de son père, en argent, un peu ternie. Le verre était fêlé. L'heure figée, 6h17. Il effleura la gravure au dos, à Pierre, pour le temps bien investi. Pierre Bernard, son père, un homme pour qui la bonté était un devoir. Lucas fit tourner la montre dans sa main, son silence pesant sur ses pensées. Son père l'avait portée dans les tempêtes, la misère, les épreuves. Maintenant, elle était immobile, comme si le temps avait renoncé. Il la glissa dans sa poche. C'était irrationnel,
mais c'était comme porter un cœur qui n'était pas le sien. Derrière lui, Monique parla doucement. Elle était à votre père. Il acquiesça. Oui. Il disait qu'elle le maintenait à flot quand tout le reste lui échappait. Elle sourit tristement. Ça semble être un homme de bien. Il l'était, dit Lucas dans un souffle. Bien meilleur que je ne le serai jamais. Le feu crépita. Jean s'agita, marmonnant dans son sommeil. Monique se pencha pour écarter une mèche de ses cheveux. Lucas l'observa un long moment, la patience de ses gestes, cet amour qui survit parce qu'il n'a pas d'autre choix. Pour une raison obscure, cette scène lui serrait le cœur. Quand elle se tourna vers lui, son visage s'adoucit à la lueur des flammes. « Merci, dit-elle simplement. Vous lui avez peut-être sauvé la vie. » Lucas hocha la tête, incapable de soutenir son regard. « C'est peut-être lui qui m'a rappelé ce que signifie sauver. » Le silence s'installa. Le vent pleurait contre les murs, mais à l'intérieur régnait une chaleur que Lucas n'avait pas connue depuis des années. Il s'adossa à la cheminée, écoutant le feu et la respiration de Jean. La montre dans sa poche semblait plus lourde, son tic-tac résonnant dans sa tête. Alors que les flammes déclinaient, Monique se pencha, toucha son bras, ses yeux brillants de fatigue. « Pierre » murmura-t-elle, le mot lui échappant. Lucas se raidit. Le nom le frappa de plein fouet. Pierre, le prénom de son père. Il retint son souffle. Monique cligna des yeux, confuse. Puis elle sourit, comme si elle voyait un autre à sa place. Sa main, tremblante mais chaude, se posa sur la sienne. Lucas ne dit rien. Il la regarda, la lumière du feu dansant sur leur visage, et sentit quelque chose s'éveiller en lui, un mélange de chagrin, de souvenirs, et un sentiment qu'il avait réprimé depuis si longtemps. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur, le feu veillait. Le jour se leva lentement sur les montagnes, filtré par un voile de neige. La tempête s'était tue, laissant un monde drapé de silence blanc. La lumière pénétrait par les fenêtres givrées du gîte, baignant les murs de bois d'une lueur dorée et tamisée. Lucas était assis près du feu, les coudes sur les genoux, le regard perdu dans les braises. L'odeur de pain consumé emplissait l'air, mêlée au parfum sucré du porridge qui cuisait. Derrière lui, le plancher craqua. Rex s'étira en grognant doucement avant de se recoucher près de la porte, sa fourrure brillant comme du bronze. Un murmure confus s'éleva d'un coin de la pièce. Lucas se retourna. Monique Dubois était réveillée. Elle était assise sur le canapé, sous un amas de couverture, ses cheveux argentés en désordre autour de son visage. Elle observa le gîte, l'air hébété, comme si elle se réveillait d'un rêve. Puis son regard croisa celui de Lucas, et elle sourit. « Vous êtes resté » dit-elle dans un souffle. Sa voix était fragile, usée par l'âge, mais empreinte de gratitude. Lucas acquiesça. « Vous étiez à bout de force hier. La tempête n'est pas finie. J'ai pensé qu'on attendrait ici. » Elle sembla se détendre, mais une ombre de confusion passa sur son visage. « Pierre est rentré » demanda-t-elle doucement. Lucas marqua un temps d'arrêt, le prénom ravivant un écho lointain. Il posa sa tasse. « Pierre. » Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, Jean prit la parole depuis son fauteuil. Sa voix était encore éraillée. « Monique, ma chérie, dit-il avec douceur. Ce n'est pas Pierre. C'est Monsieur Bernard. Lucas. Il nous a trouvés hier soir. » Elle cligna des yeux, le front plissé, étudiant le visage de Lucas. Ses joues s'empourprèrent. « Oh, ciel !» murmura-t-elle, la main devant la bouche. « Pardonnez-moi, mon cher. J'ai dû. » Ce n'est rien, l'interrompit Lucas, esquissant un sourire forcé. Vous étiez fatigué. C'est normal. Jean soupira, se frottant la poitrine en observant sa femme. Elle a des moments de confusion, expliqua-t-il à voix basse. Des mots lourds de sens, pesant sur ses épaules depuis des années. Le médecin parle d'une légère démence. Ça va, ça vient. Parfois elle est très lucide. D'autres fois, les souvenirs l'emportent. Lucas hocha la tête, le regard adouci. Ce n'est rien, répéta-t-il. Reposez-vous. Rien ne presse. Il se leva et servit le porridge,
ajoutant une pincée de sucre. Monique mangeait à petites bouchées, observant Rex avec une curiosité amusée. Elle se pencha pour le caresser, ses doigts tremblants sur le pelage épais du chien. « Quel bel animal, dit-elle. Il me rappelle notre duc. Tu te souviens, Jean ? » Jean sourit. « Je me souviens. » Sa main effleura la sienne avant qu'il ne se mette à tousser. Un son sec qui alerta Lucas. « Vous devriez vous ménager, » dit Lucas d'un ton doux mais ferme. « Vous êtes encore faible. Et les routes sont bloquées. » Jean s'adossa en soupirant. « Vous avez sans doute raison. Le monde tournera bien sans nous un jour de plus. » Après le petit déjeuner, Lucas s'activa dans le gîte, rangeant le bois, calfeutrant les fenêtres, remplissant la bouilloire. La présence de voix dans cette maison lui était devenue étrangère. Les derniers rires qu'il y avait entendus étaient ceux de ses parents, bien avant la guerre, avant la maladie de sa mère, avant le grand effacement. Rex traversa la pièce, le nez en l'air. Il se dirigea vers la vieille valise en cuir posée près du fauteuil, celle que Jean portait la veille. Il la renifla, agita la queue et gémit doucement. « Qu'est-ce qui t'intrigue, mon ami ?» demanda Lucas. Il s'accroupit et ouvrit la valise. Jean, qui l'observait, dit d'une voix calme, « Allez-y. » Je comptais la vider. Lucas souleva le couvercle. À l'intérieur, des liasses de lettres anciennes, nouées par un ruban bleu délavé. En dessous, un journal relié en cuir, la couverture craquelée, les coins usés. Une odeur de vieux papier et d'iode s'en dégagea. Il leva les yeux. « Vous étiez dans la marine nationale. » Jean sourit, le regard perdu dans le passé. « Il y a bien longtemps, avant notre mariage. J'étais sur un destroyer dans le Pacifique. Je lui écrivais chaque semaine, même quand je ne pouvais pas poster les lettres. » Lucas prit une enveloppe. L'écriture était appliquée, celle d'un homme cherchant à maîtriser le chaos. Il déplia le papier jauni. 17 décembre 1952. Ma très chère Monique, si jamais tu te perds dans la tempête, je viendrai à ta rencontre. Comme je l'ai fait le jour où nous nous sommes vus, peu importe la distance à franchir dans le froid. Lucas s'arrêta, la gorge nouée. La voix de Théo résonna dans sa tête, l'écho d'une promesse faite sur le champ de bataille. Sauve quelque chose. Il regarda Jean, qui contemplait les flammes, les yeux humides mais sereins. Vous les avez toutes conservées, dit Lucas. Impossible de les jeter, répondit Jean. Je n'en ai jamais posté la moitié. Parfois le courrier ne partait pas. D'autres fois, je crois que j'en avais besoin pour la sentir près de moi. Lucas referma la valise avec précaution. Un sentiment étrange l'envahit, un mélange d'envie et de respect. Cet amour, immuable malgré le temps et la distance, lui était inconnu. Il avait passé sa vie à servir, pas à aimer. Dehors, un paquet de neige tomba du toit. Monique regarda par la fenêtre, son reflet à peine visible sur le givre. « C'est curieux, dit-elle, la voix chevrotante. On dirait que le monde nous a oubliés. Ou peut-être qu'il attend que nous nous souvenions de lui. » Lucas se tourna vers elle, mais elle semblait déjà loin, perdue dans les méandres de sa mémoire. Le reste de la journée s'écoula paisiblement. Jean dormait près du feu, Rex à ses pieds. Lucas répara un volet et ramona la cheminée, des gestes familiers et apaisants. Le soir, le vent se leva à nouveau, sa plainte s'élevant des arbres. Monique fredonnait en pliant des couvertures, un air inconnu mais étrangement réconfortant. Lucas s'arrêta pour l'observer. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses gestes étaient assurés. Jean se réveilla, regarda sa femme et dit, « Elle chantait ça à notre fils, quand il était petit. » Ça l'aide à se souvenir des bons moments. Lucas hocha la tête, le cœur serré. Il ne demanda pas ce qu'il était advenu de leur fils. Certaines questions n'appellent pas de réponse. Plus tard, une fois la vaisselle faite et le feu presque éteint, Lucas s'assit seul, faisant tourner la montre à gousset entre ses doigts. Il songeait à la lettre de Jean. « Si jamais tu te perds dans la tempête, je viendrai à ta rencontre. » Ces mots se mêlaient à la voix de Théo, au visage de ceux qu'il n'avait pu sauver. C'était peut-être ça, le sens des paroles de son ami. Sauver quelque chose, ce n'était pas toujours arracher quelqu'un aux flammes. C'était peut-être simplement veiller quand personne d'autre ne le faisait. Il remit la montre dans sa poche et regarda le couple endormi,
leurs mains jointes. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit plus comme un étranger dans sa propre vie. Le lendemain matin, le temps était calme et glacial. La tempête avait épuisé sa fureur. Les montagnes se dressaient, silencieuses, sous un pâle soleil d'hiver, leur pente d'un blanc si éclatant qu'il en était presque douloureux. La fumée de la cheminée du gîte s'élevait en volutes paresseuses. À l'intérieur, une douce chaleur régnait, une chaleur qui sentait le café, le pain et le pardon. Lucas était à la fenêtre, une tasse à la main, regardant la lumière se poser sur la neige. Rex était couché près de l'âtre, sa queue battant doucement le sol à chaque mouvement de Lucas. La fourrure du chien avait séché, son souffle formant de petits nuages de buée. Derrière lui, des pas prudents et un grognement. « Vous comptez rester planté là toute la journée, jeune homme ?» La voix de Jean Dubois était rêche, vieille mais vivante. Il portait une chemise de flanelle de Lucas, les manches retroussées malgré le froid, laissant voir des avant-bras noueux, façonnés par le travail manuel. Sa silhouette était mince mais robuste. Le genre d'homme que le temps n'use pas. Ses cheveux gris dépassaient de son bonnet, une fine cicatrice sur la mâchoire. Souvenir, disait-il, d'un hiver en Corée. Lucas se retourna en souriant. Vous devriez vous reposer. Jean balaya le conseil d'un revers de main. Le repos, c'est pour ceux qui n'ont pas de fuite au toit. Il désigna une tache sombre sur le plafond. Il faut bien que je gagne ma pitance avant que Monique ne me trouve trop ramolli. Monique, assise près du feu, gloussa. Ses cheveux argentés brillaient, une légère couleur sur ses joues. Pas question avant d'avoir fini ton petit déjeuner, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Mais Jean était déjà à la porte. Lucas soupira, posa sa tasse et le suivit. Dehors, l'air était glacial. Le soleil, faible mais présent, faisait scintiller le givre. Ils grimpèrent sur le toit du porche, prudemment. Lucas lui tendait les clous et les bardeaux, Jean travaillait avec une assurance qui le surprit. Vous avez l'habitude, constata Lucas. Jean sourit, les rides se creusant autour de ses yeux. Jeune homme, je répare des choses depuis votre naissance. La marine ne m'a pas appris la paix, mais elle m'a appris à colmater les brèches. Ils travaillèrent en silence, le martèlement rythmé pour seule musique. Quand Lucas s'arrêta, Jean le regarda. Vous avez dit commando marine? C'est les forces spéciales, n'est-ce pas? Oui, répondit Lucas. Longue nuit, des endroits plus chauds que je ne voudrais m'en souvenir. Jean acquiesça. La Corée, pour moi. Un autre enfer. De la neige, pas du sable. Mais les fantômes sont les mêmes. Lucas le regarda dans les yeux. On finit par ne plus les entendre? Jean planta un clou d'un coup sec. On n'arrête pas de les entendre. On apprend à leur répondre. Il regarda l'horizon. Après la guerre, j'ai tout réparé. Voiture, radio, clôture. Ça m'occupait les mains pendant que ma tête guérissait. Si on arrête de réparer, on se détruit de l'intérieur. Lucas hocha la tête, méditant ces paroles. Il avait longtemps cru que l'immobilité était un refuge. La détermination tranquille de Jean lui ouvrait une autre perspective. Peut-être que le mouvement, et non la fuite, était ce qui le maintenait en vie. À midi, le toit et la cheminée étaient réparés. La vieille horloge murale était toujours arrêtée sur 12h06. Jean l'examina avec la patience d'un horloger. Vous savez, dit-il, une horloge, c'est comme un homme. Si on ignore les petits rouages grippés, le temps finit par s'arrêter. Il ôta le verre, ajusta délicatement le mécanisme et la remonta. Le léger déclic des engrenages fut presque imperceptible, mais il fit vibrer quelque chose en Lucas. Rex aboya dehors. Lucas regarda par la fenêtre et vit le chien trotter vers la forêt, le nez au sol. Un instant, dit-il en enfilant son manteau. Il a trouvé quelque chose. Jean l'observa depuis le seuil tandis que Lucas suivait Rex dans les bois. Le sentier serpentait entre les pins enneigés. Le chien avançait avec assurance. Après un demi-kilomètre, ils débouchèrent sur une clairière. Là, un abri en bois à moitié effondré se dressait, le toit affaissé, la porte entr'ouverte. Lucas retint son souffle. Il se souvint des histoires de son enfance. Le petit refuge de montagne de son père, où il abritait les égarés. À l'intérieur, des vestiges du passé.
Une couverture, une lanterne rouillée, une trousse de secours, Secours Bernard. 1979 minutes. Lucas dégagea un établi et découvrit une petite sculpture. Un oiseau en vol. Simple, mais plein de vie. Son père aimait sculpter des oiseaux. Vieil homme, murmura-t-il. Tu sauvais des gens bien avant que j'apprenne à me battre. Rex renifla un coin et aboya de nouveau. Lucas s'accroupit et vit une petite plaque clouée au mur. Les mots étaient presque effacés, si vous trouvez cet endroit, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes juste trouvé au bon moment. Il resta là un long moment, dans le silence. C'était comme si la voix de son père lui parvenait à travers le bois, lui rappelant que la compassion est un héritage. Quand il revint au gîte, son manteau était couvert de neige. Son expression avait changé. Jean, qui huilait les rouages de l'horloge, leva les yeux. Vous avez trouvé quelque chose? Lucas acquiesça. Le refuge de mon père. Il l'utilisait pour aider les gens. Je crois que je ne fais que prendre la relève. Jean sourit, une lueur d'approbation dans le regard. C'est le plus bel héritage, jeune homme. Celui qu'on ne peut pas dépenser, mais qu'on ne cesse de donner. Lucas ne répondit pas. L'horloge derrière eux émit un faible tic-tac. Puis un autre, et un autre. Le son se propagea, hésitant d'abord, puis régulier. Jean regarda l'horloge, satisfait. On dirait que le temps a décidé de repartir. Lucas croisa son regard et sourit. Ouais, dit-il doucement. Il était peut-être temps. La neige avait repris sa chute silencieuse et patiente, un lambelet de flocons devant les fenêtres. L'intérieur du gîte embaumait la sève et la fumée de bois. Lucas était à genoux devant la cheminée, alimentant le feu. La lumière sculptait son visage, celui d'un homme qui avait passé trop d'hiver seul. Ses mains, calleuses et marquées, agissaient avec la précision de celui qui sait que le feu est à la fois chaleur et réconfort. Derrière lui, le tic-tac de l'horloge réparée rythmait le silence, rappelant que même le temps brisé peut reprendre sa course. Jean était à table, polissant une boussole en laiton avec une concentration méticuleuse. Ses grandes mains burinées se mouvaient avec lenteur et respect. De temps à autre, il levait les yeux vers Monique, assise dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre. Sa petite silhouette était drapée dans un châle tricoté couleur feuille morte. Son visage était doux à la lueur du feu, ses cheveux d'argent captant chaque éclat de flamme. Elle fredonnait un air à voix basse, une mélodie si douce que même la tempête semblait se taire pour l'écouter. Rex était étiré près de l'âtre, le menton sur les pattes, les yeux mi-clos mais l'ouïe aux aguets. Il avait maintenant 6 ans, son pelage noir et feu grisonnant au museau, une marque de loyauté empreinte de dignité. Pour Lucas, il était plus qu'un chien, il était un point d'ancrage, le seul être à l'avoir accompagné dans ses heures les plus sombres et à le regarder encore comme un homme entier. Lucas voulut prendre une autre bûche, mais ses doigts heurtèrent quelque chose dans les cendres. Il fronça les sourcils et utilisa le tisonnier pour le dégager. Un morceau de papier roussi apparut. C'étaient plusieurs lettres à moitié brûlées, les bords noircis et friables. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il. Il les déposa avec précaution sur la pierre de l'âtre, les débarrassant de la cendre. Une faible odeur d'encre et de fumée s'en dégagea. Jean leva les yeux. « Vous avez trouvé quelque chose » ? « Des lettres, répondit Lucas. On dirait qu'on a tenté de les brûler il y a longtemps. Monique pencha la tête, intriguée. De qui sont-elles ? Lucas déplia délicatement une des pages les moins abîmées. L'écriture était fine, élégante, féminine. L'encre était passée, mais les mots restaient lisibles. Mon très cher Pierre, parfois je regarde la lumière du soir et je me demande si tu la vois aussi, où que tu sois. La maison est si vide sans toi. Les voisins disent que tu sauves des vies, mais j'aimerais tant que tu en gardes un peu pour nous. Lucas se figea. Pierre, murmura-t-il, la gorge sèche. C'était le prénom de mon père. Jean se leva, la boussole à la main. Les lettres de votre mère. Lucas acquiesça, le regard fixé sur les pages. Il connaissait si peu sa mère, juste des souvenirs épars, ses recettes, ses outils de jardin, sa voix qui s'estompait. Et voilà que son cœur l'attendait, là, dans les cendres. Il prit une autre feuille. La moitié avait brûlé, mais les lignes restantes suffisaient. Tu disais toujours que le monde a besoin d'hommes de bien.
J'aimerais juste que le monde ne soit pas le seul à t'avoir. Monique porta une main tremblante à ses lèvres. Oh, Lucas, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Elle devait l'aimer d'un amour infini. Oui, dit Lucas, les yeux toujours sur l'ancre. Il était toujours absent, à secourir des inconnus dans ces montagnes. Je croyais qu'il aimait son travail, mais peut-être fuyait-il quelque chose. Ou peut-être ne savait-il pas comment s'arrêter de donner. Jean s'assit près de lui, s'appuyant sur sa canne. C'est le fardeau des hommes comme lui, comme nous, dit-il d'une voix rude mais douce. On croit que l'amour, c'est de sauver les autres d'abord. On oublie que ceux qui attendent à la maison ont aussi besoin d'être sauvés. Monique regarda les flammes. Quand Jean est parti en mer, commença-t-elle, je lui écrivais chaque jour. La plupart des lettres n'arrivaient jamais, mais j'écrivais quand même. C'était ma façon de croire qu'il reviendrait les lire. Elle sourit, les yeux brillants. L'amour, parfois, ce n'est pas qui est présent, c'est qui se souvient. Lucas la regarda, cette femme si frêle qui avait traversé les épreuves sans jamais perdre sa chaleur intérieure. Ses mots résonnèrent comme une prière. Il lui tendit une des lettres. Voudriez-vous la lire? Ses doigts tremblaient en prenant le papier. L'écriture était si délicate. Monique lut lentement, la voix chevrotante. J'entends les coyotes la nuit et je m'imagine que c'est la mer qui t'appelle. Si jamais tu te perds, suis la lumière à notre fenêtre. C'est la seule que je laisse allumer. Une larme perla sur la joue de Monique. Elle était si seule, murmura-t-elle. Mais elle n'a jamais douté de son retour. C'est ce qui est si beau. Jean acquiesça. C'est cette foi-là qui fait tenir le monde. Il regarda Lucas. Votre père ne l'a peut-être pas abandonné, jeune homme. Peut-être qu'il a bâti tout ça, les sauvetages, le refuge, pour lui rendre ce qu'elle lui donnait. Sans savoir comment le dire. La mâchoire de Lucas se contracta, les souvenirs remontant à la surface. Les longues absences de son père, le sourire de sa mère qui s'effaçait, le silence après sa mort. Pour la première fois, il comprit qu'ils s'étaient aimés, chacun à sa manière maladroite. Il jeta une autre bûche au feu, regardant les flammes lécher les bords noircis des lettres. L'encre se mua en fumée. Monique posa sa main sur son poignet. Parfois, dit-elle doucement, laisser le feu achever son œuvre est la plus grande des bontés. Lucas acquiesça lentement, le regard perdu dans la danse des flammes. Peut-être, murmura-t-il. Mais je crois qu'elle voulait qu'on les trouve. Qu'elle savait que j'en aurais besoin un jour. Jean eut un petit rire chaleureux. On dirait bien qu'elle avait raison. Dehors, la neige s'intensifia, tourbillonnant contre les vitres. Le feu crépitait, emplissant la pièce de sa douce lumière. Rex bougea, posa sa tête sur la botte de Lucas, ses yeux reflétant les flammes. Monique se renversa dans son fauteuil. C'est étrange, dit-elle après un long silence. J'ai l'impression que cet endroit nous attendait. Lucas sourit. Peut-être bien. Il regarda Jean et Monique, ces deux inconnus qui faisaient maintenant partie de son histoire. Puis Rex, endormi près du feu. Les lettres n'étaient plus que cendres. Les flammes chuchotaient comme des voix venues du passé. Pour la première fois depuis des années, Lucas ne se sentit plus seul. Le gîte n'était plus vide. Il vibrait d'une vie silencieuse, de la chaleur de ce qui ressemblait à une famille. Dehors, la neige tombait toujours. À l'intérieur, ils étaient assis ensemble. Trois âmes et un chien fidèle, unis par le silence, la mémoire et le doux tic-tac du temps retrouvé. Au troisième matin, la tempête avait cédé la place au silence, laissant un monde immobile et blanc. Le gîte se tenait comme une braise solitaire dans la neige infinie, son toit brillant sous un soleil timide. Lucas était sur le porche, le froid lui pinçant les joues, tandis que Rex gambadait dans la neige. L'air était pur, presque douloureusement pur. De l'intérieur parvenait le fredonnement de Monique, mêlé au tic-tac de l'horloge et à la toux occasionnelle de Jean. Tout semblait fragile mais en sécurité. Puis un bruit lointain de pneus sur la glace. La tête de Lucas se tourna vivement. Le son s'amplifia, le moteur d'un véhicule peinant dans la neige. Il rappela Rex et descendit les marches. La silhouette qui apparut était emmitouflée dans un lourd manteau brun, un véhicule de la gendarmerie derrière lui. L'homme approchait de la soixantaine, les épaules larges,
le visage buriné. Ses yeux bleu pâle étaient vifs sous son chapeau. Une moustache grise encadrait sa bouche sévère. Un insigne brillait sur sa poitrine. Le gendarme Stéphane Moreau. Son nom était peint sur le véhicule. « Bonjour », dit-il d'une voix méfiante. « C'est vous qui vivez ici ?» Lucas acquiesça. « C'est bien moi, Lucas Bernard. » Le gendarme plissa les yeux, examinant le gîte et les silhouettes à l'intérieur. « Vous avez un couple de personnes âgées avec vous ?» « C'est exact, » dit Lucas. « Je les ai trouvés sur la route il y a 3 jours. Je les ai abrités. » Moreau fronça les sourcils, ôtant ses gants. « Je les cherchais. Leur famille à Florac a signalé leur disparition. On craignait le pire. » Lucas se sentit à la fois soulagé et inquiet. Ils sont en sécurité. Jean et Monique Dubois. Il est faible, mais ils vont bien. Le gendarme monta les marches. Rex l'observa sans grogner. Moreau regarda le chien avec respect. Bel animal. Un chien de l'armée, je parie ? Lucas fut surpris. Vous avez servi ? Armée de terre, répondit Moreau, montrant une petite broche à son col. Je reconnais ce regard. Les hommes et les chiens qui reviennent avec plus de fantômes que de médailles. Pour la première fois, Lucas se détendit. Vous avez raison. Le gendarme entra. Monique lui sourit. Oh, Dieu soit loué, dit-elle. Jean tenta de se lever, mais Moreau l'arrêta. Restez assis, monsieur. Content de vous voir en vie. Votre famille s'est fait un sang d'encre. Jean eut un petit rire. Nous aussi, figurez-vous. Le gendarme se réchauffa les mains. Vous avez bien fait de les recueillir, dit-il à Lucas. Mais la route est coupée. Un glissement de terrain. Il faudra plusieurs jours. Lucas fronça les sourcils. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? En 4x4, puis à pied, dit Moreau en souriant. Vous croyez qu'un peu de neige arrête un Cévenol ? Lucas sourit malgré lui. Apparemment non. Moreau but le café que Monique lui offrit. Leur famille est à Florac. Je les préviendrai dès que possible. Pour l'instant, gardez-les au chaud. Jean se pencha. La route est si mauvaise ? Pire, confirma Moreau. Des arbres, du verglas. On enverra une équipe dès que possible. Lucas regarda par la fenêtre. La neige recommençait à tomber, légère mais obstinée. Il sentit le poids de l'isolement, mais cette fois, ce n'était pas une punition. C'était une mission. Plus tard, Lucas et Rex partirent explorer la crête. Le ciel était bas et menaçant. Ils suivirent une pente derrière le gîte. Rex avançait, le nez au sol. Il s'arrêta brusquement et aboya. Lucas le rejoignit. Un sentier étroit, presque effacé, serpentait le long de la montagne. Il dégagea un poteau de bois. Des lettres gravées, route de secours Bernard, 1980 minutes. La poitrine de Lucas se serra. Son père. C'était le chemin qu'il empruntait pour secourir les gens. Une route oubliée vers la vallée. Il caressa les lettres. Tu sauves encore des gens, vieil homme ? Murmura-t-il. Rex remua la queue. Ils suivirent le sentier jusqu'à un point de vue sur la vallée. Un monde de neige et de fumée s'élevant des cheminées lointaines. Le vent portait des bruits de civilisation. Lucas resta là, le froid lui mordant le visage, et sentit une certitude grandir en lui. C'était peut-être pour ça qu'il était resté en vie. Pour continuer l'œuvre de son père. À son retour, Moreau était près de son véhicule. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda-t-il. Lucas acquiesça. Un sentier que mon père a aménagé. Il mène à la vallée. Si on le dégage, il pourrait resservir. Pas seulement pour nous. Moreau haussa un sourcil, puis sourit. Votre père était un homme d'exception. Vous lui ressemblez ? Lucas regarda les montagnes. J'essaie. Le gendarme sortit un collier avec une croix en argent. Ma femme disait, Dieu nous place là où nous sommes utiles, pas là où nous voulons être. Continuez comme ça, jeune homme. Le monde a besoin de gens comme vous. Lucas accepta ces paroles d'un signe de tête.
Moreau remonta dans son véhicule. Je préviendrai pour le sentier. Tenez bon. Il partit, ne laissant que des traces dans la neige. À l'intérieur, Jean dormait. Monique tricotait. Lucas regarda le feu et murmura, « Si tu veux que je fasse le bien, Seigneur, donne-moi la force. » Dehors, la neige tombait comme une bénédiction. Pure, silencieuse, pleine de promesses. Quand la tempête se calma enfin, un silence presque sacré s'installa. Les montagnes brillaient sous un ciel bleu pâle. L'air était vif mais porteur d'une paix nouvelle. Lucas déneigeait sa vieille Renault 4. Elle avait l'air abîmée, mais comme lui, elle avait tenu bon. Rex tournait autour, son souffle formant des nuages. Sa fourrure noire et feu, grisonnante, brillait au soleil. La porte du gîte s'ouvrit. Monique sortit, emmitouflée dans un manteau trop grand. « Vous en avez déjà tant fait, mon cher, dit-elle. Vous ne devriez pas nous conduire. » Lucas secoua la tête. « C'est plus sûr. Le gendarme dégage encore la route. Je m'en occupe. » Jean le rejoignit, plus lent, mais droit. « Je lui avais dit, marmonna-t-il en souriant. Les commandos marines ne lâchent jamais le volant. » Lucas eut un petit rire. Seulement quand il protège quelque chose de précieux. Monique toucha le bras de son mari. « Tu resteras devant, pour qu'il te surveille. » Jean obtempéra. Ils montèrent tous dans la voiture. Monique à l'arrière avec Rex, Jean à l'avant. Lucas démarra. La voiture s'ébranla, laissant 2 sillons dans la neige. Le silence régnait, seulement troublé par le moteur. Les montagnes défilaient. Lucas était concentré, comme en mission. Il avait été formé pour affronter le chaos. Ceci n'était qu'un autre champ de bataille, fait de glace. Au bout d'un moment, Monique se pencha. « C'est magnifique, n'est-ce pas? La neige qui brille quand le soleil lui pardonne. » Lucas sourit, la regardant dans le rétroviseur. « Oui. » Comme si le monde s'excusait. Jean ricana. « Ou alors il attend juste de nous tomber dessus l'hiver prochain. » Ils rirent tous, un moment de normalité. Mais dans un virage, Jean eut un soubresaut. Sa main se crispa sur sa poitrine, son souffle se coupa. « Jean !» cria Monique, paniquée. Lucas freina brusquement. La voiture s'immobilisa. Il se tourna vers Jean, affalé, les lèvres blanches. « Son cœur !» sanglota Monique. Les réflexes de Lucas prirent le dessus. Il bascula le siège. « Monique, restez calme, dit-il d'un ton sec. Il n'est pas parti. » Pas encore. Il chercha son pouls. Faible, s'évanouissant. Il ouvrit sa veste. « Allez, vieux marin, murmura-t-il. Ne me lâchez pas maintenant. » Il commença les compressions. Rythme régulier, précis. L'entraînement. Ses muscles le brûlaient, mais il continua. Monique tenait la main de Jean, priant en larmes. Après une éternité, Jean haleta. Un son faible, mais un son de vie. Sa poitrine se souleva. Lucas recula, le souffle court. « Voilà, murmura-t-il, la voix tremblante. Restez avec nous. » Monique pleurait doucement. Les yeux de Jean s'ouvrirent, trouvèrent le visage de Lucas. Un faible sourire. « Vous êtes vraiment un commando marine, râla-t-il. Vous n'avez même pas laissé la mort m'approcher. » Lucas expira, entre le rire et les larmes. « Vous êtes trop coriace pour mourir dans ma voiture, monsieur. » Ils attendirent que la respiration de Jean se stabilise. Lucas l'installa plus confortablement. Monique lui caressait les cheveux, ses larmes se muant en un sourire tendre. Il redémarra la voiture, les mains encore tremblantes. La route s'étendait vers la vallée. Monique se pencha de nouveau. « Lucas, dit-elle. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez. » Il secoua la tête. « Vous ne me devez rien. » Elle sourit. « Si. Quand il était en mer, je priais pour qu'on le retrouve s'il se perdait. Peut-être que Dieu a attendu jusqu'à aujourd'hui pour exaucer ma prière. » Lucas déglutit, incapable de répondre. Il se contenta d'acquiescer. La vallée apparut.
des lumières clignotantes. Le véhicule du gendarme. Moreau était là, les bras croisés. À côté de lui, une jeune femme aux cheveux auburn. Ses yeux bleus se remplirent de larmes en voyant la voiture. Lucas s'arrêta. Monique se précipita dehors. La jeune femme courut vers elle. « Ma chérie », pleura Monique. « Ma petite Manon. » Jean, encore faible, sortit avec l'aide de Lucas. Moreau le soutint. « Content de vous voir debout, monsieur. » Jean sourit et se tourna vers Lucas. « Vous m'avez rendu plus que la vie, jeune homme, dit-il, la voix émue. Vous m'avez rendu la foi. » La gorge de Lucas se noua. « J'ai juste fait mon devoir. » Jean secoua la tête. « Non. Vous avez fait ce qu'un homme de bien aurait fait. » Il lui serra la main. Alors que le gendarme les emmenait, Monique se retourna, les yeux brillants. « Dieu vous a envoyé, dit-elle. Pas pour remplacer notre fils, mais pour nous rappeler que la bonté existe. » Lucas resta là, Rex à ses côtés. La ville en contrebas vibrait de vie. Pour la première fois, il se sentit à sa place. Fragilement, mais réellement. Il leva les yeux au ciel et murmura « Merci ». Le vent porta ces mots, et dans la vallée, les cloches d'une église se mirent à sonner. Quand la dernière neige eut fondu, les Cévennes étaient redevenues vertes et vivantes. Les rivières coulaient librement. Des crocus perçaient la terre près du porche du gîte, promesse de renouveau. Lucas était sur ce même porche. Il avait réparé la rampe, l'avait repeinte de la couleur que son père aimait. L'air sentait le pin. À l'intérieur, l'horloge tournait. Rex était couché près des marches, sa fourrure brillant au soleil. Il était devenu un pont entre le soldat qu'il avait été et l'homme qu'il devenait. Une voiture monta la route. C'était le gendarme Moreau. Il avait l'air plus jeune sans son manteau d'hiver. « Bonjour, Bernard, dit-il. Je vois que vous n'avez pas chômé. » Ils se serrèrent la main. Le gîte a l'air paisible, continua Moreau. La paix, répondit Lucas. J'y travaille. La portière s'ouvrit de nouveau. Monique en sortit, gracieuse. Son sourire était toujours là, doux et inébranlable. Derrière elle, Jean, s'appuyant sur une canne, mais fier. Vous ne pensiez pas qu'on se laisserait arrêter par la neige, n'est-ce pas? Dit-il en riant. Lucas l'aida à monter. Je n'oserais pas vous sous-estimer, monsieur. Jean sourit. Bien. Je suis venu vous rendre quelque chose. Il sortit un petit paquet. À l'intérieur, la montre à gousset, restaurée, brillante. La gravure était maintenant lisible, à Pierre Bernard, pour que le temps ne vole jamais ce que l'amour se souvient. Lucas retint son souffle. Les initiales de son père. La montre fonctionnait. Jean la posa dans sa main. J'ai fini de la réparer. Je pense que votre père voudrait qu'elle continue de tourner. Le temps ne sert pas à mesurer nos pertes, jeune homme. Il nous rappelle ce qu'il nous reste à aimer. Lucas murmura, la voix étranglée, merci. Monique lui toucha le bras. Vous nous avez aussi donné quelque chose. De l'espoir. Vous nous avez rappelé que la bonté existe. Rex aboya, et Monique rit. Et vous, monsieur le chien, vous êtes le plus bel ange gardien. Ils s'assirent sur le porche. Vous savez, dit Moreau, au village, tout le monde parle de vous. Les nouvelles vont vite. Lucas haussa un sourcil. Que disent-ils? Ils disent que le gîte Bernard est rouvert, répondit Moreau en souriant. Qu'un ancien commando marine et son chien aident les gens en hiver. Ils appellent ça le fond de la miséricorde hivernale. Lucas rit. Ce n'était qu'une note pour l'administration. Trop tard, dit Moreau. La ville l'a adopté. Vous avez déjà des bénévoles. On installera une radio ici avant l'hiver. Je viendrai vous conseiller. Lucas regarda la crête. Ce n'est pas grand-chose. Mais ça me semble juste. Ce gîte a toujours été destiné à sauver des gens. Mon père a commencé. Je ne fais que continuer. Jean approuva. C'est ça, les hommes de bien. Ils entretiennent la flamme. Ils restèrent assis en silence, la brise portant des parfums de fleurs.
Monique posa sa main sur celle de Jean et regarda Lucas. Nous avons prié pour des anges, cette nuit-là, dit-elle. Et Dieu en a envoyé un. Sans elle. Juste un homme qui a su s'arrêter. Le gendarme sourit. Si Dieu agit à travers les hommes, il a choisi le bon. Lucas regarda la montre. Son tic-tac s'accordait à celui de l'horloge. Il pensa au chemin parcouru. Il avait cherché un sens dans le silence, et l'avait trouvé en sauvant les autres. Il regarda ses nouveaux amis, et Rex, et comprit. La rédemption, ce n'est pas oublier. C'est vivre assez bien pour faire la paix avec son passé. Le soleil déclina. Vous savez, murmura Monique, Dieu n'envoie pas d'anges avec des ailes. Il envoie des gens qui arrêtent leur voiture dans la neige. Lucas sourit, rangeant la montre dans sa poche. Alors je continuerai à m'arrêter. L'horloge sonna à 6 heures. Sur le porche, les tic-tacs se mêlaient au battement de cœur. Humain, humble, vivant. Le gîte de la miséricorde brillait. Non plus un refuge contre le froid, mais un témoignage de la chaleur qui subsiste dans le monde. Les miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Ils viennent discrètement, à travers les mains qui se tendent, les étrangers qui s'arrêtent. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas qu'un sauvetage. C'était un rappel. Dieu agit à travers des gens ordinaires pour réparer ce qui est brisé. Chaque acte de bonté est un petit miracle. La foi, ce n'est peut-être pas attendre un signe divin, mais en devenir un pour quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Dites-nous d'où vous nous regardez. Abonnez-vous. Et que Dieu vous bénisse, vous qui croyez encore que la miséricorde peut changer le monde.